partager avec vous cet après-midi sur le sujet de la proximité et du géodécisionnel. Arctic et Senesis ont voulu s'associer et associer leur expertise pour vous faire partager un peu la vision qu'on peut avoir sur la proximité dans le monde du retail. Alors, je sais qu'il y a parmi les personnes qui sont inscrites à ce webinaire des personnes qui ne sont pas du tout du monde du retail, mais vous verrez que très certainement vous aurez la possibilité et l'occasion de vous projeter dans vos propres cas d'usage. Mais les cas qu'on va vous montrer aujourd'hui sont principalement dans le monde du retail. Donc, on a voulu mettre en commun nos expertises pour vous parler justement de proximité, de données, de cartographie et vous parler de tout ça pour que vous puissiez appréhender cette solution qui est Arctic et aussi notre expertise autour de la qualité de la donnée, puisque évidemment, on ne fait pas de bons décisionnels, on ne prend pas de bonnes décisions si les données ne sont pas connues et de qualité. Vous allez avoir autour de la table et en termes d'intervenants. Donc moi-même, Gilles Violet, je prends, c'est pas très beau, mais je me présente puisque c'est moi qui parle depuis tout à l'heure. Je vais être avec Nicolas Quartero de Arctic, qui est directeur à revente et directeur projet pour la société Arctic. Et je suis accompagné également de Jérôme Denolf, qui est responsable du pôle Data Insight pour Genesis et qui présentera les cas d'usage. Je suis moi-même co-dirigeant de Senesis et en charge des offres et de l'innovation. Je te laisse la main, Nicolas, pour Oui, parler tout de... à fait. Donc bonjour tout le monde. Donc je suis effectivement Nicolas Cortero, je suis directeur à vente et projet. Je vais commencer par vous présenter un petit peu qui nous sommes chez Arctic. Donc pour ça, je vais récupérer la main sur le. Hop, voilà. Là c'est bon. Vous devez voir défiler les images. Donc, donc Arctic, nous sommes un éditeur de solutions géodécisionnelles qui accompagne aujourd'hui plus de 1000 entreprises et organismes que nous avons sous contrat, et à qui on permet d'intégrer toute la partie géodécisionnelle dans leurs analyses. L'idée, en fait, c'est vraiment de les aider, d'aider nos clients à mieux piloter leurs activités, à gagner en performance, alors, en améliorant leur connaissance de leur territoire et en les aidant à prendre les meilleures décisions. Tout simplement déjà en visualisant facilement des données sur des cartes, mais aussi en leur permettant de les analyser et de réaliser tout ce qui est simulation. Donc notre offre, en fait, concrètement, nos solutions, elles vont permettre de travailler sur 4 étapes. La première qui est la base, on va dire, qui est la partie de localiser, c'est-à-dire en fait de localiser les données en fait de nos clients, de les faire parler, donc via nos solutions de géolocalisation, de géocodage, en les croisant avec tout ce qui est découpage administratif, découpage administratif ou territoriaux. Et du coup, cette première étape va leur permettre déjà en un clin d'œil de visualiser les phénomènes et liés à leur emplacement et liés à leur activité. La deuxième chose, c'est effectivement, à partir du moment où on localise, l'étape suivante, c'est d'analyser, c'est-à-dire de permettre en fait d'affiner les analyses en prenant en compte le contexte géographique pour mieux comprendre en fait, les activités, identifier des nouvelles tendances et tout ce qui est opportunité. Là où on va aller assez loin, c'est qu'en fait, on va permettre surtout à nos clients de simuler, de réaliser tout ce qui est simulation, c'est-à-dire de tester des hypothèses, hypothèses de nouvelles implantations de points de vente, de nouvelles sectorisations, et de voir en fait en direct l'impact du coup de ces hypothèses sur l'activité. Et enfin, la dernière étape, c'est la diffusion. La diffusion en mode print, d'un côté, c'est-à-dire donner la possibilité à nos utilisateurs de réaliser des rapports, de réaliser des exports, soit de cartographie, soit de rapports complets qui vont intégrer cartographie, tableau de données, graphiques, euh, pour pouvoir les diffuser à des tiers, soit en mode web, c'est-à-dire on donne la possibilité à nos clients de créer des applications web à destination de leurs partenaires, collègues, clients, de façon à leur permettre via des applications web, euh, de visualiser en fait les résultats de leurs études, mais aussi de donner la possibilité à des tiers de réaliser eux-mêmes des simulations. Notre offre, elle est composée de deux solutions, concrètement, c'est assez simple.
On a une offre en fait qui est un cloud collaboratif, ce qu'on appelle Cartena Online, qui est une solution en mode SaaS, accessible via un simple navigateur, sans installation nécessaire en fait pour nos clients, qui va intégrer toutes les fonctionnalités, qui va leur permettre de travailler en collaboratif, sans avoir pour autant d'installation à réaliser et, et en toute autonomie. Voilà. Et l'autre solution, c'est la solution plateforme, c'est la solution pour le coup privative, lorsqu'il y a des besoins qui se font sentir de sécurisation de données, de connexion à des bases de données plus importantes ou de connexion à des systèmes d'authentification, type annuaire d'entreprise ou SSO. Voilà. Donc notre offre, elle est vraiment répartie en deux choses, un cloud collaboratif et évolutif et une solution privative qui va s'installer directement dans l'infrastructure du client. Aujourd'hui, nos clients, ils sont répartis dans tous les secteurs, puisqu'en fait, on s'adresse à des utilisateurs métiers qui n'ont pas à être spécialisés dans la cartographie et qui n'ont pas de compétences particulières, ce qui nous permet du coup d'adresser à peu près tous les secteurs d'activité et de nombreux métiers qui vont de la vente au marketing, en passant par la supply chain, les RH ou encore tout ce qui est support et services. À la fois dans le privé et dans le public, puisqu'on a à peu près 70% de clients dans le privé aujourd'hui et 30% dans le public, et avec une répartition entre grands comptes et PME, ETI. Voilà. Donc là, sur cette slide, vous voyez quelques-unes de nos références. On a mis des noms qui parlent à tout le monde, mais évidemment, c'est juste un extrait de nos 1000 clients. Voilà, donc je vais te laisser la main, du coup. Merci Nicolas. Euh, Cenesis est une data agency. On se présente comme tel parce que notre vocation, c'est d'apporter du conseil stratégique et du conseil opérationnel sur tous les sujets de la data. Pourquoi on choisit de se focuser sur la data? Parce qu'en fait, c'est un champ incroyable et un champ d'action très important pour toutes les entreprises aujourd'hui, toutes les organisations. Tout le monde fait le virage ou est en train de faire le virage digital. Et déjà bien avant ce virage-là, la data était importante, mais alors depuis la transformation digitale, c'est devenu nécessaire et crucial pour les entreprises pour pouvoir se développer. Et cette donnée, elle est importante évidemment pour une performance opérationnelle dans l'entreprise, mais aujourd'hui aussi pour tout un champ d'action qui va finalement de la gestion des talents jusqu'à la possibilité que la donnée va offrir aux entreprises d'être encore plus vertueuses d'un point de vue développement durable. Donc tous ces champs d'action de la data sont essentiels pour qu'on soit dans un monde privé ou dans un monde public. Et nous, Cenesis, on a décidé d'apporter notre expertise sur ces champs-là, et notamment sur deux champs particuliers qui sont, un, la possibilité d'avoir des fondations data science, je vais y revenir juste après, et deux, de pouvoir les valoriser. La première des expertises qu'on va offrir et qu'on a déjà pu offrir à un certain nombre de clients, que vous voyez ici en bas, c'est justement de donner la possibilité de poser des fondations saines. Ce qu'on appelle des fondations saines en termes de data pour nous, c'est d'avoir des données qui soient connues, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de doute quant à leur définition, leurs règles de gestion, et finalement leur usage enfin, du cycle de vie global de cette donnée. Le deuxième sujet de la fondation, c'est évidemment la qualité de données. Il faut avoir des données de qualité et dès le départ, hein, pas uniquement quand on va s'en servir. Hein, c'est vraiment dès le départ de son cycle de vie que la donnée soit de qualité et bien maîtrisée pour en faire finalement des données utiles et qu'elles puissent être ensuite valorisées de manière optimale. La troisième thématique de la fondation, c'est l'accessibilité. On peut avoir des données connues, on a une bonne définition de la donnée de qualité, mais si elle n'est pas accessible par l'ensemble des utilisateurs et des acteurs de l'entreprise, évidemment, elle n'a plus aucun intérêt et elle devient une donnée utile, en devient une donnée inutile et qu'il va quand même falloir gérer et administrer. Et le quatrième point de la fondation, c'est la sécurité, s'assurer que finalement notre donnée respecte bien toutes les règles. Quand je dis ça, je pense évidemment à la RGPD,
on puisse maîtriser l'usage et l'accessibilité. Une fois qu'on s'est dit ça, on va pouvoir en fait valoriser notre donnée. Cenesis en fait a choisi d'être toujours innovant sur ces sujets-là, résolument innovant, de diversifier les usages autour de cette notion de valorisation. Donc il y a évidemment, et là je suis pas forcément dans l'innovation quand je dis ça, mais quand le champ de la BI classique, du décisionnel est évidemment un pan important de notre activité, puisque c'est comme ça qu'on a construit notre expertise depuis 25 ans. Mais on est venu associer à ça d'autres champs d'action comme l'intelligence artificielle, la data science. Comment donner du sens à la donnée avec le data storytelling et puis comment exploiter toutes les données qui sont collectées aujourd'hui pour faire le bilan RSE. Ben, finalement, c'est des données qui peuvent s'avérer être utiles et qui puissent être utiles à la performance de l'entreprise de manière générale. Sur toutes ces thématiques, on apporte une expertise et un accompagnement de bout en bout. On peut évidemment n'intervenir que sur une phase du projet, mais on peut aller jusqu'au bout du projet dans la stratégie, dans la proposition d'organisation. On intervient également sur de l'acculturation, sensibiliser les acteurs de l'entreprise à la data. Qu'est-ce que la data? Pourquoi il faut qu'elle soit de qualité? Amener des méthodes, piloter des projets ou faire des choix d'outils. Toutes ces thématiques-là, on peut les adresser, soit globalement, soit unitairement. Alors pourquoi se poser la question de la proximité? Évidemment, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On peut se poser cette question-là. Pourquoi on a choisi aujourd'hui de vous parler de proximité? Euh, bah, En fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est devenu une vraie thématique forte de ces 2 dernières années, Covid aidant. C'était déjà une thématique forte avant, et ça s'est encore accentué fortement avec la crise sanitaire qu'on a vécue. Mais comme je vous dis, ça existait déjà avant. Finalement, vous voyez un des fondateurs de McDonald's, de Ray Kroc, qui disait que lui ne travaillait pas dans l'immobilier, ne travaillait pas dans l'hamburger, il travaillait dans l'immobilier parce que finalement, pour lui, ce qui était le plus important, c'était le lieu, là où il vendait son produit et pas le produit lui-même. Donc c'était déjà dans les années 60, voire 50, je ne sais plus, déjà une thématique, la proximité. Mais depuis cette crise sanitaire, c'est devenu finalement un sujet dont on parle tout le temps. Euh, Globalement, vous voyez ici quelques indicateurs, hein, 70%, 80% même, je crois, des Français disent qu'ils veulent privilégier les commerces de proximité, être à 10 minutes de leur point de vente, de leurs produits alimentaires ou autres habituels. Et cela même sur les jeunes de 18 à 24 ans. Donc, c'est une tendance qui va vraiment être une tendance de fond pour les années à venir et les décennies à venir. On estime aussi, d'après le Boston Consulting Group, on estime que 75% de la vente de détail se fera encore en boutique dans 5 ans et voire peut-être même encore un petit peu plus. Donc, la tendance qu'on avait à un moment du drive la vente e-commerce qui existe aussi encore beaucoup, finalement, ne prend pas encore tout à fait le pas sur la vente de détail de proximité. Euh, et encore un autre indicateur, ici on dit que la commerce de proximité était déjà en croissance de 2% par an avant la crise sanitaire. Depuis 2020, elle a cru de 20%. Et on peut même dire que sur les circuits courts, on est même à 100% de croissance depuis 2020. Donc autant dire que, encore une fois, c'est un vrai sujet que l'ensemble des retailers, mais aussi finalement si on se projette sur d'autres marchés, la proximité devient très importante. C'est en Chine, par exemple, où que ce soit le commerce ou les services publics, les Chinois cherchent à être à 15 minutes au maximum de tout service, qu'il soit services commerciaux ou services publics. Donc voilà, il y a pas d'autre chose à dire que finalement, la proximité, c'est vraiment la thématique du moment. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler aujourd'hui et je vais lui laisser la main à Jérôme qui va vous présenter les différents use cases avec Nicolas.
Donc, tout au long de ces trois use cases qu'on vous propose aujourd'hui, on va partir en fait sur le cas d'une entreprise. Imaginons qu'on a une entreprise de vente de meubles et d'objets déco, Made in France en plein essor. Ça nous permettra d'aborder sur ce use case-là différentes problématiques d'objets à vendre et à transporter. Cette société, on imagine qu'elle a été créée en mode full digital, comme beaucoup d'entreprises qui naissent aujourd'hui, initialement pure player, et elle s'est rendue compte que pour continuer son déploiement, elle a besoin de déployer ses magasins physiques et a naturellement commencé par les grandes villes. Donc, je suis dans une entreprise en plein déploiement et on va étudier trois use cases pour accompagner le développement de cette entreprise. Il y a forcément les premières questions qui se posent, c'est les questions d'implantation nouvelle ou relocalisation. J'ai besoin finalement, je n'ai pas mis le meilleur endroit, je dois l'optimiser. Et le dernier point, qui est en lien avec le retail, et on va aller un peu en amont sur les résolutions de problèmes de livraison entre un magasin et les entrepôts. Donc, sur ce dernier use case, on va s'intéresser non plus au client direct, mais comment j'améliore mon réseau de distribution. Donc, sur ce premier use case, comment choisir le lieu d'implantation de mon nouveau magasin? La première question qui se pose, qu'on doit se poser, est de savoir si le besoin d'un lieu physique est attendu par nos clients. On voit qu'il existe aujourd'hui plein de pure players qui n'ont absolument pas de magasin physique. Donc, ça, c'est une véritable question à laquelle il faut répondre. Et pour y répondre, c'est quels sont les critères qu'on doit prendre en compte? Quelles données sont nécessaires? Quel sera le résultat projeté en termes de chiffre d'affaires, par exemple? C'est suivant. On voit sur la gauche, on a l'analyse du tunnel de commande qui permet de détecter certaines problématiques. On peut remarquer en vert qu'il y a un fort taux d'abandon du panier lors du calcul des frais de livraison et des délais sur les produits encombrants. Donc, ce qu'on voit, les volumineux. On utilise souvent l'analyse du tunnel de commande pour détecter d'autres problématiques de données, de qualité de données, par exemple des problématiques de prix ou poids, dimension, par exemple, sur les produits. On voit que quand on a un effondrement du tunnel de commande qui est inhabituel, ben, ça permet de détecter d'autres produits, d'autres problématiques. Donc là, en fait, cette première analyse, ça permet de se dire, voilà, sur mes volumineux, j'ai un problème. Donc on va le compléter par une autre analyse sur les avis clients qui va confirmer que ce problème d'insatisfaction et donc la conséquence d'une baisse de chiffre d'affaires est bien lié à la livraison des produits volumineux à cause du prix, mais également les points de conseil et services. Donc, ces deux exemples montrent que le besoin d'implanter un magasin physique est donc bien validé. Donc maintenant, on va voir, grâce au décisionnel, quelle sera la meilleure implantation pour notre magasin. Et je laisse la main à Nicolas. Merci. Du coup, je vais reprendre la main. Le temps que Nicolas reprenne la main, vous verrez certainement apparaître des questions qu'on va vous poser. On souhaitait aussi profiter de ce moment-là pour recueillir un peu votre avis. Donc, on vous soumettra quelques questions que vous verrez apparaître. Et l'idée d'avoir un sondage et qu'on puisse vous partager ces résultats en direct. Hop. Donc là, c'est bon, vous devez voir mon écran apparaître. Donc là, effectivement, à partir de notre solution, par exemple, on peut créer des applications. Donc ça, c'est un exemple d'application qui est réalisé, qui est accessible directement depuis un navigateur Internet, ce qui veut dire que peut être consulté à la fois sur PC, sur tablette, sur téléphone, sans aucun problème. Là, sur cette première carte, j'ai affiché du coup les différents magasins que j'ai déjà installés, qui ont déjà été installés par mon réseau, avec un petit graphique qui me donne une indication du nombre de moyens de clients observés à 15, 20 et 30 minutes autour de mes points de vente. Pour pouvoir, là, l'idée, ça va être justement d'afficher, d'une part, les clients de mes différents magasins, mais surtout, en fait, de visualiser quelle va être l'implantation potentielle optimale, on va dire, pour aller adresser mes clients, notamment mes clients Internet. Donc là, en cochant, du coup, ici, client Internet, je visualise, en fait, que j'ai pas mal de clients en fait en région centre, hein, du côté de Tours. L'affichage en fait par département de mon nombre de clients me permet de confirmer en fait l'hypothèse. Et du coup, je vais pouvoir zoomer par exemple sur la zone pour pouvoir visualiser en fait mes clients internet et simuler par exemple l'implantation d'un point de vente, imaginons dans le centre. Par exemple, bon là c'est assez simple à Tours, il y a une rue qui s'appelle la rue nationale, qui est une rue principale. Et du coup, je vais pouvoir directement depuis mon navigateur
tester par exemple, voir ce qui se passe si jamais je décide d'implanter un point de vente dans cette zone pour pouvoir visualiser et extraire du coup la liste de mes clients internet que je vais pouvoir adresser dans une zone et qui sont situés à moins de 15 minutes de ce nouveau point de vente. Donc là, assez simplement, je crée une zone qui apparaît, donc là une zone pas tant routier parce que forcément si jamais je viens acheter des meubles, il vaut mieux venir en voiture. Et du coup, je vais pouvoir derrière extraire la liste, enfin visualiser déjà le nombre de clients. Donc déjà, je vois que je capte 247 clients dans cette zone, avec du coup ici le récapitulatif des clients internet que je vais pouvoir adresser. Ce qui veut dire que déjà cette implantation-là, sans avoir de point de vente, est déjà aux 2 tiers d'une implantation classique. Et en plus, au moment de l'implantation de mon point de vente, je vais pouvoir adresser ces clients en priorité via un mailing par exemple ou une information pour les inciter à venir euh, dans ce nouveau point de vente qui va se créer. Voilà pour ça, c'est un premier exemple du coup. Euh, et je vais repasser la main. En attendant de montrer la suite de la présentation, on va faire passer un petit sondage comme vous l'expliquait Gilles il y a quelques instants. Je peux y aller, Camille? Le sondage vient de se lancer. Je vous laisse encore quelques secondes pour finir de répondre et puis on va passer à la suite de la présentation. C'est bon, Gilles, tu peux reprendre la main. Je suis pas animateur. Ok. Merci. Donc, nous allons passer sur le second use case dont je vous parlais tout à l'heure, qui est, là on part sur un magasin qui est déjà existant, mais qu'on va chercher à optimiser la rentabilité, à améliorer le chiffre d'affaires. En fait, quand on a cette problématique-là, il y a deux critères qui apparaissent, qui sont à prendre en compte. Le premier, c'est de connaître sa clientèle cible en termes de pouvoir d'achat, d'âge, de situation familiale, pour savoir si mon implantation autour de ma zone de chalandise, j'ai bien les bonnes, j'ai bien les bons profils, les bonnes personnes auxquelles je veux m'adresser. Et le second sera la maîtrise de la performance de mes produits dans le temps, s'assurer que c'est bien une performance durable et pas un effet nouveauté. Et dans l'optique de l'ouverture d'un second point de vente, ce qui est aussi à prendre en compte, c'est qu'on va être proche de mon premier point de vente et il faut absolument éviter la cannibalisation, bien se faire 1 plus 1 égale 2 et non pas juste 1,5 qui serait du déport, du report de vente. Donc, sur ce schéma, on voit qu'il y a différentes catégories de produits qui sont en dessous de la moyenne des autres. Elles ont été encadrées sur la droite. Donc, par rapport à la moyenne des magasins, des moyennes des ventes, on voit qu'on en a deux typologies qui sont en dessous. Et ces typologies ont été identifiées sur une gamme premium. Donc ça veut dire que l'implantation du magasin qui est stratégique, elle doit être absolument à proximité de populations en fort pouvoir d'achat, qui semble être une des raisons de cette performance en dessous. Donc, Nicolas va nous montrer comment analyser ce point et comment répondre à cette problématique. Hop là. Donc effectivement, ça y est. Donc là, j'ai effectivement plusieurs points de vente déjà installés avec une localisation de mes clients magasins. Bon, déjà, je peux voir qu'à Bordeaux, la performance semble pas géniale. Donc du coup, je vais essayer de voir sur ce point de vente ce que je vais pouvoir faire. Donc là, je vais descendre en fait à ce niveau-là pour pouvoir visualiser différents indicateurs. Donc tout d'abord, bah, la localisation des clients de mon magasin de Bordeaux.
ici, qui s'affiche sous forme de points verts. Mon magasin de Bordeaux qui s'affiche avec le petit picto en fait associé. Je peux cliquer dessus pour pouvoir visualiser par exemple la localisation, la répartition de mes clients en fonction de la proximité de ceux-ci. Et là aujourd'hui j'ai une problématique avec ce point de vente, c'est qu'il est placé pour le coup en plein centre-ville, hein, il est placé à Sainte-Catherine, ce qui n'est pas forcément adapté, notamment sur les déplacements de meubles un peu imposants. Et du coup je vais avoir il va falloir que je crée un deuxième point de vente plus en périphérie, de façon à permettre en fait une accessibilité plus importante à ce point de vente, enfin au nouveau point de vente, sans cannibaliser pour autant le point de vente existant. Donc pour cela, en fait, l'intérêt, c'est que je veux pouvoir croiser des données issues de différentes sources pour pouvoir établir des potentiels. Là, par exemple, ce que j'ai affiché, là, j'ai mesuré un potentiel de chiffre d'affaires par iris, par quartier, en fait, par quartier iris, à partir justement de la composition de chacun de mes quartiers en termes de répartition de CSP et des paniers moyens, par exemple, qui ont pu être que j'ai pu mesurer sur chacun de mes profils clients. Euh, je peux aussi localiser du coup les CSP+, qui sont ma cible principale, ma cible prioritaire, directement sur la carte. Là, ça me permet déjà de déterminer, du coup, au niveau des zones, on va avoir une zone à l'ouest et au sud-ouest qui va avoir du sens, notamment à proximité entre Talence et Pessac, par exemple. Mais je dois m'assurer qu'elle est suffisamment loin, cette implantation, cette nouvelle implantation, de l'implantation existante, pour m'assurer qu'il n'y ait pas une cannibalisation trop forte. Euh, je peux aussi rajouter d'autres informations, hein, comme par exemple la localisation des hypermarchés, puisque je sais que sur des points de vente périphériques, ça va faire sens de m'installer à proximité de grandes surfaces. Du coup, ici, je vois que vers Talence et Pessac, j'en ai deux, hein, j'ai deux centres Leclerc qui pourraient être des potentiels candidats, qui pourraient être intéressants. Et je veux mesurer quelle part de ma clientèle existante je vais cannibaliser. Donc pour cela, par exemple, je vais mesurer la liste, extraire en fait mes clients à 15 minutes autour du point de vente existant de Bordeaux, du coup. Donc là, hop, ici. Et visualiser, depuis mon nouveau centre de Leclerc, par exemple, depuis ce point de vente-là, le nombre de clients que je vais cannibaliser. Donc là, il y en a 34. Je peux estimer que cette volumétrie est raisonnable. 34 clients qui se retrouvent à proximité des deux, c'est pas trop gênant, donc je vais pouvoir étudier en fait cette implantation plus précisément. Donc pour cela, du coup, à partir du chiffre d'affaires que j'ai estimé par quartier, je vais pouvoir estimer le potentiel de chiffre en fait de mon point de vente, toujours à partir de cette zone à 15 minutes, et visualiser ici, par exemple, quel est mon chiffre d'affaires potentiel. Un chiffre d'affaires qui peut me sembler cohérent du coup et qui est à peu près équivalent au chiffre d'affaires que je réalise aujourd'hui sur Bordeaux. Donc du coup, hop, je peux extraire cette zone et je peux aller un peu plus loin même, je peux même visualiser, hein, si jamais je le souhaite, autour de ce point de vente potentiel dans cette zone. Je peux lier cela par exemple avec du Google Maps par exemple pour pouvoir visualiser en fait la photo aérienne et puis voir à quoi ressemble le quartier et les alentours en fait du Leclerc. Par exemple là on est dans une zone résidentielle donc ça peut faire du sens d'aller m'implanter dans cette zone. Voilà. Je vais te redonner la main du coup. Hop. Le temps de lancer le PowerPoint, on vous fait passer un second sondage.
Alors, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Peut-être que le temps que le sondage se termine, on voit que les zones citées, pardon, une question de Fred, les zones citées, quelles sont-elles, Iris ou Caro? Si tu peux répondre tout de suite, en fait, Nicolas. Alors en fait, les deux sont possibles. Là, effectivement, dans l'exemple qu'on vous présente, on a travaillé sur des quartiers iris. On peut évidemment intégrer aussi les données carroyées de l'INSEE, hein, des zones de 200 mètres, qui sont des zones plus fines. Tous les fonds sont intégrables dans la solution, donc les analyses peuvent être réalisées sur tous ces mailles. Merci à tous d'avoir répondu au sondage. Les résultats sont partagés. Vous êtes plusieurs à réaliser vos études d'implantation ou études d'ouverture de points de vente avec une agence spécialisée, un consultant ou un outil avec ou sans de la carto. Merci aux répondants. Je vais te rendre la main, Gilles, pour la suite de la présentation. Donc, on va aborder le dernier cas d'usage. Alors, pour ce dernier cas d'usage, on va s'intéresser à un problème interne qui concerne les délais de livraison entre l'entrepôt et le magasin. Donc, on a choisi ici de rester dans notre use case magasin. Maintenant, on peut parfaitement le transposer entre une usine et un entrepôt, entre différentes situations. On sait que le choix des horaires est stratégique dans la livraison. C'est un véritable contrat entre l'entrepôt et le magasin. Et l'heure de livraison n'est pas choisie de manière aléatoire ou anodine. Elle correspond en général à un moment où le personnel est disponible pour décharger la marchandise et la présenter en magasin. Un décalage peut avoir des conséquences assez importantes en termes de disponibilité des vendeurs et donc impacter la satisfaction de mes clients. Pour résoudre ces problématiques de délai de livraison, on a plusieurs points d'attaque, plusieurs prismes à prendre en compte. On va analyser des données comme les temps théoriques, contrats que j'ai signés entre moi, l'entrepôt et le magasin, et mettre en face les données concernant les heures de départ réelles, les durées, les heures d'arrivée, qui me permettront d'identifier les routes causes et les solutions possibles. Dans cette partie-là, quand on aborde ce genre de sujet, il est important de bien prendre l'ensemble des pain points pour être sûr de mettre de l'énergie là où on a le plus gros gain. Ça pourrait être par exemple de se dire, finalement, je me rends compte que j'ai un gros problème opérationnel dans l'entrepôt parce que l'ensemble des données me remontent que c'est l'entrepôt qui part à chaque fois, qui ne respecte pas son délai. Donc là, j'aurais plutôt une action à faire au côté opérationnel. Je pourrais aussi voir que le changement d'horaire magasin pourrait être un autre prisme, essayer de résoudre ce problème-là d'une autre façon. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire que ces deux points-là pourraient être travaillés indépendamment, mais aujourd'hui, le géodécisionnel, comment il va nous aider sur ce use case-là, c'est analyser les routes et les emplacements des entrepôts. On va analyser le temps théorique des routes qui vont s'afficher sur un schéma et imaginer se projeter sur et si jamais j'ouvrais un autre entrepôt, est-ce que ça résolverait mon problème finalement, ou je dois en trouver je dois changer de source d'approvisionnement. Donc, je laisse la main à Nicolas qui va vous présenter ce dernier use case. Ouais. Donc là, effectivement, toujours sur la même interface, hein, on a essayé de tout réunir dedans. Je vais avoir la possibilité de visualiser la localisation de mes entrepôts en complément de mes magasins. Donc j'en ai deux aujourd'hui, hein, un situé à Hénin-Beaumont et un autre situé à Lyon, concrètement. Avec donc du coup la possibilité de visualiser déjà les zones d'accessibilité autour de ces entrepôts en camion. Là par exemple, j'affiche les zones à 5 heures autour de ces entrepôts pour pouvoir bien identifier qu'effectivement mes magasins de Toulouse et de Bordeaux et à terme Tours sont assez éloignés de la zone à 5 heures, d'où l'intérêt éventuellement de le magasin de Bordeaux, pourquoi pas le deuxième que je veux créer, d'en faire en fait un showroom et d'en faire un entrepôt provisoire. Au-delà de ça, l'intérêt en fait de la carto, c'est qu'on va pouvoir s'en servir comme outil de suivi de KPI. Là, par exemple, ce qui va m'intéresser, c'est de visualiser les flux de marchandises. Mes flux de marchandises et surtout le respect des horaires, l'OTD, hein, la fiabilité des livraisons, sur chacun de mes flux entre entrepôt et magasin.
Là, je vois de suite effectivement quels sont ceux qui n'ont pas de souci, hein, pour lesquels en fait les horaires sont respectés à plus de 95%. Et à l'inverse, du coup, je vois que j'ai un souci visiblement entre Lyon et Bordeaux, avec une fiabilité qui est qu'à 75%. Et je vais pouvoir utiliser l'outil vraiment comme outil de suivi de KPI, hein. C'est-à-dire je vais pouvoir cliquer par exemple sur le flux pour pouvoir visualiser du coup les durées estimées de livraison, la durée moyenne constatée et le retard moyen du coup qu'on constate. On peut intégrer comme là par exemple les horaires de départ pour pouvoir visualiser que le problème se situe à deux endroits, à la fois au niveau des horaires de départ de l'entrepôt de Lyon, mais aussi sur le temps de trajet respecté. Et du coup, je peux me servir en fait de l'outil et des fonctionnalités qui vont être associées pour pouvoir faire des simulations et puis pour pouvoir tester par exemple l'hypothèse qui serait de partir de Lille et non plus de Lyon pour pouvoir adresser Bordeaux. Et là, du coup, si jamais il s'avère que la fiabilité des livraisons est suffisante, hein, et qu'elle est équivalente à celle de Toulouse, par exemple, je vais me retrouver du coup avec une durée estimée de livraison qui va être inférieure finalement au temps à la durée de livraison depuis Lyon vers Bordeaux. Donc, mon choix pourrait se faire là-dessus, sur le fait de changer et de partir de Lille plutôt que de partir de Lyon. Voilà. Je te redonne la main du coup. Hop, Il y avait un dernier sondage, Camille. exactement, je crois, ouais. Oui, on vous lance un dernier sondage avant de passer à la conclusion. Donc là, vous avez 2 questions pour le prélude. On arrive à la fin du sondage. Je vais afficher les résultats. Merci à tous les répondants. Donc là, l'idée, c'était de savoir un petit peu si vous aviez à votre connaissance des données disponibles qui vous permettraient de réaliser ce genre d'analyse chez vous. Donc les résultats sont, on va dire, assez équilibrés. Vous disposez autant de données que a priori, pas assez de données pour aller jusqu'au bout de ce genre d'analyse. Gilles, je vais te rendre la main pour passer à la conclusion. Alors merci à Nicolas et Jérôme qui ont pu vous présenter ces 3 cas d'usage. Encore une fois, l'idée c'est de vous présenter par le prisme du retail parce que c'est une thématique forte et inhérente à la situation en 2021. Mais je suis persuadé que si vous n'êtes pas dans le retail, vous avez aussi pu vous projeter sur des problématiques de proximité que vous avez dans votre domaine. Vous avez vu aussi au travers ces présentations et c'était un peu l'objet du sondage, du dernier sondage, c'est que avant toute chose, pour pouvoir utiliser des outils de représentation de la donnée, il faut avoir de la donnée et il faut que cette donnée soit de qualité. Comme je le disais juste avant, soit de qualité parce qu'elles sont chez vous, que vous les maîtrisez et que potentiellement vous avez la possibilité de les mettre en qualité et c'est le métier de Cenesis de vous aider aussi à faire ça. Le
ça ne suffit pas. Il faut aussi finalement se poser les bonnes questions. Vous avez vu, et Jérôme a été très clair sur le déroulé. Il a raconté la belle histoire pour arriver finalement à se poser, une fois qu'on est devant l'outil Arctic, se poser les bonnes questions. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut être en capacité de bien identifier les données utiles à votre réflexion et aussi comment les représenter, ces données utiles. Vous avez pu, enfin, vous avez vu qu'on a mis quelques graphiques avec Synesis, on essaie toujours aussi de proposer la meilleure représentation pour aider à la décision. Et enfin, je vous avez pu voir aussi finalement toute la puissance de l'outil Arctic au travers de la démo de Nicolas. J'imagine que vous avez un certain nombre de questions, donc c'est l'occasion de les poser. On va y répondre bien volontiers pour terminer cette séance. Eh bien oui, Gilles, on a déjà une première question dans le chat de Sébastien qui nous demande si, justement, tu parlais de données, si Arctic dispose également de données disponibles pour les analyses. Nicolas, je te laisse répondre. Oui, donc effectivement oui, c'est-à-dire que dans nos solutions, déjà en natif, sont intégrées les données issues des différents recensements, c'est-à-dire qu'on a entre 2 et 3 000 indicateurs sociodémographiques et socio-économiques sur les différentes mailles géographiques, du quartier à la commune en passant par toutes les mailles géographiques administratives françaises, département, région, arrondissement, en standard. Et ensuite, on a également la base entreprise, enfin qu'on appelle la base entreprise en fait, qui est issue de la base Sirène des entreprises de France, qui est géolocalisée tous les jours et donc du coup qui est actualisée tous les jours directement dans la solution. Donc avec une interface qui permet justement d'extraire les données en fonction du code NAF, du code division, du code voilà, de la tranche d'effectifs salariés, enfin selon les différents données, les 150 colonnes de données disponibles sur les entreprises. Ça, c'est en standard. Après, on peut effectivement, on a d'autres données, notamment des données internationales, par exemple. On a les référentiels routiers, évidemment, dont on se sert pour tout ce qui est calcul de temps d'accès. Et puis après, on a d'autres données, mais ces autres données, généralement, on les compile à la demande en fonction des besoins via soit nos consultants, soit nos partenaires, euh, en fonction des données demandées, on va dire. Il y avait également une question sur la possibilité d'avoir des données mobiles, comme le trafic humain, le piéton notamment. Juste moi, avant que tu répondes, Nicolas, il faut aussi, enfin, c'est aussi une donnée importante de toutes ces thématiques-là, c'est que on voit à travers vos questions qu'on a besoin de d'enrichir notre information interne avec de l'information externe. Et globalement, il y a aussi un pan de réflexion à avoir sur les open data, qu'est-ce qui est disponible, où, comment y accéder. Et donc, effectivement, Arctic a une bonne partie des réponses, mais de sociétés comme nous, comme Synesis, on fait aussi ce travail de recherche autour de quelles sont les données qui peuvent enrichir des données internes à une entreprise. Je te laisse répondre à cette question sur les données mobiles, Nicolas. Oui, tout à fait. Bah, alors, pour les données mobiles, en l'occurrence, tout ce qui est données de mobilité, il y a plusieurs sources qui existent, notamment en fonction du type de mobilité. On a des partenaires comme TomTom sur tout ce qui est, par exemple, flux, plutôt voiture pour le coup, puisque c'est les GPS. Et on en a d'autres, effectivement, sur tout ce qui est mobilité. Après, tout dépend de la maille géographique, parce que souvent, on peut arriver sur des volumétries qui sont vraiment très conséquentes. Donc, tout dépend du périmètre et de la période. Euh, je vois qu'il y a une autre question à laquelle je vais répondre aussi, sur quel pays on peut activer la solution. Alors aujourd'hui, en fait, les référentiels routiers, on a un partenariat avec TomTom sur le monde. Donc potentiellement, on peut intégrer la solution. Peut-être, d'ailleurs, vous avez dû le voir tout à l'heure lorsque affiché les zones à 5 heures, elles s'arrêtaient pas à la frontière française, elles allaient au-delà. Donc du coup, on peut utiliser notre solution sur des analyses, quel que soit le pays. Alors, je vais en profiter pour répondre à la question suivante. Donc, au niveau des données de population qu'on met en standard dans nos produits, on est sur des données issues des recensements de l'INSEE, donc on a à la fois le dernier et les précédents. On n'intègre pas en natif les données de prévision, mais on a possibilité d'en avoir aussi par ailleurs. Voilà.
sur des données de projection de population. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui restent encore? Vous avez aussi, vous avez vu qu'on avait un petit sondage qui était relancé. Il y a Oui. il y a encore une question. Oui, il y a une autre question, effectivement. Donc, pour répondre oui à la responsive, c'est-à-dire, alors déjà sur l'aspect responsif, elle fonctionne de la même manière en fait sur tablette PC et téléphone. Et au niveau de l'interaction avec d'autres solutions, on peut aussi le faire, effectivement. On le fait d'ailleurs avec certains de nos partenaires, notamment dans le domaine de la fourniture de box marketing qui vont faire des actions de mailing, de prospection et autres. Et donc du coup, notre solution, ce que je vous ai montré, ça peut être mis sous forme d'iframe, donc ça peut être intégré dans un outil tierce. Et on peut aussi communiquer via nos API avec d'autres solutions pour pouvoir transmettre, par exemple, imaginons la liste des clients à qui envoyer un mail, voilà, sur une autre solution. C'est du web, hein, donc du coup, c'est assez simple. Et puis beaucoup plus simplement, on peut intégrer un lien, comme là je l'ai fait avec un lien vers du Google Maps ou du Street View, quoi. Est-ce il reste une minute encore si vous avez des conseils? Alors, ah oui, des conseils, pardon, des questions. Et il y en a une, c'est avez-vous des conseils pour choisir les données les plus pertinentes? Alors, moi, je peux déjà donner un élément de réponse, hein. C'est évidemment, ça dépend beaucoup du cas d'usage sur ce que vous voulez traiter, comment le traiter. C'est ce que je disais enfin, juste avant, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de quel est l'objectif qu'on veut atteindre et qu'est-ce qui va faire sens pour nous aider à décider. Et ensuite, enfin, on voit toute la puissance des données géolocalisées, donc voilà, très clairement, il peut y avoir un certain nombre de critères de choix de ces données-là. Je ne sais pas si toi, Nicolas, tu peux donner un petit peu plus d'éléments par rapport à ça. Bah, disons que nous, chez Article, là où on va avoir une spécialisation, on va dire, c'est sur la partie données géolocalisées. Où effectivement, on travaille déjà avec, enfin, on connaît à peu près toutes les sources du marché, ou du moins beaucoup. Et effectivement, on peut vous guider là-dessus. Euh, voilà, effectivement. Après, tout dépend de ce qui est demandé, concrètement. Merci pour la question. Euh, Est-ce que on se donne encore 2 secondes pour une nouvelle question? Non. Ah, si. Quel est le mode de licensing pour une solution comme Article? Alors, effectivement, ce sont des licences, hein. C'est-à-dire que du coup, au niveau de l'usage, on va pas mettre de limite sur l'usage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la solution, que vous fassiez une carte, 100 cartes, c'est pareil. Mais par contre, effectivement, le mode de licensing, bah, c'est des licences utilisateurs. Voilà, concrètement. Donc sur la partie cloud mutualisée, on a bah, une licence, enfin voilà, des licences utilisateurs simples. Sur la partie Arctic Platform, notamment on-premises, si jamais l'installer chez nous, il y a une licence serveur et puis ensuite des licences utilisateurs qui peuvent être des licences soit nominatives, soit des licences partagées. Eh bien, merci à vous de votre présence, de votre écoute et de vos questions. On se tient évidemment, que ce soit ces articles ou Synesis, on se tient à votre disposition. Vous avez reçu, je pense, nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou tout besoin que vous auriez sur des sujets de data et de géodécisionnel. Merci à tous. Merci. Merci à tous.